Patrick Artus, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef économiste chez Natixis et vous venez nous parler aujourd'hui des perspectives économiques 2018. Alors, en fin d'année 2017, on a assisté à un raffermissement de la croissance, à une reprise de l'industrie, mais sommes-nous pour autant sortis d'affaires 10 ans après la crise financière? Alors, je crois qu'il y a toute une série de petits risques. On pourra peut-être tout à l'heure regarder ces risques. Je crois que la question la plus centrale aujourd'hui, c'est celle de la distance au plein emploi. Qui est une question qu'on pose depuis assez longtemps aux États-Unis. On a 4,1% de taux de chômage aux États-Unis. C'est quoi le plein emploi aux États-Unis? C'est 3,8, 3,6, mais enfin, on en est extrêmement près. Curieusement, c'est une question qu'il faut poser aussi dans la zone euro. On est à 8,7% de taux de chômage dans la zone euro. Les estimations qui sont les plus sérieuses de ce qu'on appelle le taux de chômage structurel, donc c'est-à-dire le plein emploi, le nombre de chômeurs qui sont extrêmement difficiles à ramener à l'emploi est de l'ordre de 8%. C'est-à-dire qu'on en est assez près aussi. Tout ça veut dire que dans un an, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, on sera vraiment au plein emploi. Et bien sûr, au plein emploi, la croissance est beaucoup moins faible, puisqu'on ne peut plus croître en ramenant des chômeurs à l'emploi. C'est assez bête. Quand vous calculez la croissance au plein emploi aux États-Unis, c'est peut-être 1,7, 1,8% par an. Aujourd'hui, on est à 3. Et dans la zone euro, c'est peut-être 1,2. Et aujourd'hui, on est à 2,2, 2,3. Donc dans les deux cas, on a au moins un point de ralentissement de la croissance, qui n'est pas dû à un risque, à un choc, à un problème de demande, qui est dû à un problème d'offre parfaitement bête, qui est que les difficultés de recrutement des entreprises vont être de plus en plus sérieuses. Et donc moi je pense qu'on va commencer 2018 avec des taux de croissance très élevés, qui sont la lancée du quatrième trimestre 2017, et puis qu'on aura un ralentissement graduel pendant l'année 2018, pour arriver à ces taux de croissance de plein emploi vers la fin de 2018 et le début de 2019. Mais là, on est loin des risques auxquels on pourrait penser. Là. Bien sûr, parce que là, on parle du côté de l'offre. C'est quelque chose, c'est nouveau, c'est un problème de rareté de l'emploi. Quand tous les salariés employables ont un emploi, évidemment, la croissance ralentit. Les risques, ils sont du côté de la demande. Donc la question, c'est est-ce qu'on va avoir... Ce ralentissement, il est presque inexorable, parce que le plein emploi, c'est extrêmement difficile à contourner, surtout aux États-Unis, puisqu'on a en plus une forte réduction de l'immigration avec les politiques de Trump. Et donc, la question, c'est est-ce que ça peut être pire? Est-ce qu'on peut avoir une croissance qui décroche beaucoup plus que ce ralentissement? Et là, il faut regarder le côté de la demande. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire que la demande recule? Alors, je vous liste juste quelques risques. Dites-moi ce qu'il y aurait de plus à craindre selon vous. Bulle obligataire, crypto-monnaie, shadow banking, bulle immobilière chinoise, interconnexion des grands groupes bancaires. Où est-ce que sont les risques aujourd'hui dans notre économie? Oui, alors vous avez raison, on pourrait faire une liste beaucoup plus longue. On a plein de petits risques. Shadow banking chinois, ce n'est pas vraiment un risque, c'est assez bien contrôlé. Les autorités chinoises font tout le temps de la régulation qui est assez bien adaptée. Donc, non, mais évidemment, crypto-monnaie, alors pour l'instant c'est tout petit. L'encours de Bitcoin, c'est un peu plus de 300 milliards de dollars. Donc l'explosion du Bitcoin, aujourd'hui, il ne fait pas grand-chose. Quid si dans 6 mois, le prix du Bitcoin était multiplié encore par 5. Voilà. La bulle obligataire, elle est dans la main des banques centrales. Les taux d'intérêt à long terme sont contrôlés par les banques centrales et qui peuvent agir sur les marchés obligataires. Donc une explosion incontrôlée de la bulle obligataire, on a du mal à y croire, puisqu'il faudrait que les banques centrales soient d'accord. Donc ça ne paraît pas un risque très sérieux. Il y a un risque qui est simplement que quand l'économie ralentit, pour les raisons qu'on mentionnait avant, les entreprises peuvent tout d'un coup considérer qu'elles ont trop de capital, et donc on peut avoir un ajustement à la baisse de l'investissement. Il y a un risque sur les marchés d'actifs risqués. Les primes de risque ont été complètement écrasées dans la période d'expansion, exactement comme on l'avait avant la crise des subprimes. Le marché des obligations d'entreprise, le marché des actions américaines. Le marché des actions américaines est un marché qui est assez inquiétant. Parce que la valorisation des actions tient sur le fait que les entreprises américaines rachètent leurs actions. Elles rachètent entre 500 et 600 milliards d'actions. Américaine, ce qu'on ne voit pas dans le reste du monde, il n'y a pas beaucoup d'émissions, mais enfin, il y a des émissions positives. Tandis qu'aux États-Unis, on a des rachats. Le capitalisme américain détruit les actions. Et c'est ça qui tient les cours. Sauf que quand l'économie ralentit, les entreprises américaines arrêtent les rachats, parce que les rachats sont financés par de la dette, et donc arrêtent de s'endetter, arrêtent les rachats. On peut avoir une correction du marché actions aux États-Unis qui entraîne l'économie, puisque l'économie américaine est très sensible à la valorisation des actions.
Vous avez, on peut faire une longue liste, les prix de l'immobilier commercial. Hein, les malls américains sont moitié vides avec les problèmes des retailers. Et en Europe aussi, il y a un problème sur l'immobilier commercial, non ? Moins. D'abord, les prix sont moins hauts et on n'a pas, les mêmes difficultés des grands distributeurs hein, qu'on a aux États-Unis à cause d'Amazon et des autres. Alors que les prix de l'immobilier ont continué à s'envoler, hein, ils sont 30% plus hauts qu'avant la crise. Vous avez les crédits à la consommation aux États-Unis, les taux de défaut commencent à monter sur les prêts automobiles, sur les cartes de crédit. Donc, voilà, on a une multitude de petits risques un peu partout. Voilà. Plus les géopolitiques, alors on peut bien entendu saupoudrer de tout ça de Corée du Nord et de Moyen-Orient, mais si vous restez dans l'économie, il y a plein de petits risques. Est-ce qu'on est bien protégé face à ces risques ? Non, non. S'il y a une explosion du marché, si le marché des actions aux États-Unis baisse de 20%, ceci entraînera les États-Unis en récession. Mais chacun de ces risques est pas très gros. Si vous prenez les grandes données, le taux d'endettement des ménages, qui était quand même la cause de la grande crise de 2008, est beaucoup plus bas qu'en 2007. Hein. On a beaucoup désendetté les ménages. Le taux d'endettement des entreprises, il y a un seul pays où il a augmenté vraiment, c'est la France. Hein, mais dans les autres pays de l'OCDE, il a diminué. La valorisation des actions américaines, bon, on paye 20 fois les résultats aux États-Unis, c'est sans doute trop. On a dit tout à l'heure que c'est un marché fragile. En 2007, on payait 50 fois les résultats. Donc, si vous voulez, on a plein de petits risques. Aucun qui soit tellement gros qu'on puisse se dire que c'est un vrai risque systémique. Quoi. Donc pas de raison de s'inquiéter selon vous Si, plein de raisons de s'inquiéter, mais pas une raison si vous voulez. Hein. Donc il y a plein de petites choses qui, prises isolément, suffisent sans doute pas à casser la croissance, mais qui peuvent s'entretenir entre elles. Est-ce qu'il y aurait une solution miracle pour se protéger contre tous ces risques ou est-ce qu'on doit l'accepter ? Non, mais je crois fondamentalement que nous payons le maintien de politiques monétaires trop longtemps expansionnistes. Je crois qu'il y a eu une espèce de remords chez les banques centrales, et en particulier à la BCE, qui est d'avoir pas été suffisamment tôt expansionniste après la crise et donc d'être expansionniste à contre-temps. À quoi ça sert aujourd'hui d'avoir une politique monétaire ultra expansionniste en Europe alors que la croissance est presque à 2,5%, que le taux de chômage arrive vers ses plus bas historiques, que l'investissement est reparti, enfin bon. Et donc on a énormément de mal à comprendre qu'on maintienne cette politique. Cette politique, elle pousse au crime, hein, puisqu'elle pousse les entreprises à prendre du levier, elle pousse les investisseurs à acheter des actifs beaucoup plus risqués que ce qu'ils devraient normalement faire. Donc je pense qu'il y a la vraie cause fondamentale du risque, en fait, c'est l'empilement de deux choses. D'une part, une politique monétaire qui est restée trop longtemps expansionniste, surtout en Europe, parce qu'aux États-Unis, on voit qu'il y a un début de normalisation, et au Japon, bien sûr, c'est bien pire qu'en Europe. Et puis, une exigence de rentabilité qui ne s'est pas ajustée à la baisse des taux d'intérêt. On demande les mêmes rendements du capital aujourd'hui, alors que les taux d'intérêt sont à 2%, quand les taux d'intérêt étaient à 6 ou 7%. Et donc, quand vous avez de la liquidité pas chère, une exigence très importante de rendement du capital, vous prenez du levier. Vous investissez dans les actifs à bulles, hein, parce que c'est ceux qui vous fournissent les rentabilités demandées. Donc, pour ne pas avoir ces risques, il aurait fallu que les banques centrales sortent plus vite des politiques expansionnistes. Et il faudrait que le capitalisme arrive à se réguler en ne demandant pas 15% de rendement quand les États se financent à 2. Quoi. Donc, on risque, selon vous, de payer ces politiques monétaires oui. Et le risque, à nouveau, c'est que on a cette multitude, on pourrait appeler ça de mini-bulles, quoi, je veux dire, hein, mais que ces mini-bulles s'ajoutant, la chose est quand même relativement inquiétante. Eh bien, merci beaucoup, Patrick Artus, pour cette analyse sur les perspectives économiques de l'année 2018. Merci à vous. Merci.